je vais démarrer mes descriptions en vous parlant des trous de conjugaison. En effet, si l'on peut trouver une interface commune à l'entièreté des nerfs qui composent le corps, il faut alors parler absolument des trous de conjugaison. Ces foramen sont situés donc dans la colonne vertébrale à la jonction de plusieurs structures anatomiques. Ces structures vont nous intéresser car la manière dont elles fonctionnent va peut-être engendrer une variation au niveau de la santé du nerf et des différentes structures qui traversent le trou de conjugaison. Alors, pour ce qui est des structures traversant le trou de conjugaison, on en a 4 essentielles qui sont décrites. La première, c'est le nerf spinal. Alors le nerf spinal est en fait formé par la réunion des racines antérieures et des racines postérieures. Je rappelle que les racines antérieures sont composées essentiellement de nerfs moteurs, mais aussi de certaines fibres neurovégétatives, et les racines postérieures sont constituées essentiellement de fibres afférentes sensitives et également de fibres neurovégétatives. Alors le nerf est composé de tissu conjonctif qui va lui permettre donc de résister aux différentes contraintes de compression et de tension qui sont exercées sur lui. Mais en plus de cela, il est souvent accompagné de structures neurovasculaires qui vont le protéger, c'est-à-dire que les artères et les veines fonctionnent comme des coussins amortissants. C'est pour cela que dans le trou de conjugaison, vous allez trouver chaque fois une veine radiculospinale, une artère radiculospinale, ainsi que des vaisseaux lymphatiques. Ils forment donc, ces 3 entités forment un coussin liquidia qui permet de protéger le nerf. Maintenant, pour ce qui est de la composition, donc du contenant du trou de conjugaison, il est constitué à sa face antérieure par le disque intervertébral, par la face postérieure du disque intervertébral. C'est très intéressant à cet endroit car c'est souvent là, dans les zones de lordose, donc c'est-à-dire au niveau des cervicales et des lombaires, qu'on va avoir ce fameux pincement discal qui peut déboucher sur une hernie discale postérieure, médiane ou postérolatérale qui peut venir comprimer les éléments du trou de conjugaison. On parle souvent du disque, mais à la partie postérieure du trou de conjugaison, il y a également ce qu'on appelle les articulaires postérieures vertébrales. C'est-à-dire que le trou de conjugaison est formé à sa face postérieure par la partie inférieure, on va dire, des articulaires de la vertèbre sous-jacente et la partie supérieure des articulaires des vertèbres sous-jacentes. Et donc ce complexe articulaire, tout comme le disque, a la capacité de bouger lorsque vous faites des mouvements et ce mouvement va venir contraindre le nerf et les différentes structures du trou de conjugaison pour permettre la santé. La partie haute ainsi que la partie basse du trou de conjugaison est formée par ce qu'on appelle les pédicules vertébraux qui, eux, n'ont pas la capacité de bouger puisqu'on est sur de l'os dur. On va donc dire que dans notre travail fonctionnel, il faut tenir compte des rapports des structures antérieures du trou de conjugaison, c'est-à-dire les disques intervertébraux avec les structures du trou de conjugaison, ainsi que les structures postérieures qui sont constituées par les articulaires. De là, déjà, on peut comprendre que la fonction vertébrale va intervenir directement sur les contraintes qui sont exercées sur un nerf périphérique et ici surtout sur le nerf spinal. Et donc, si on commence déjà avec des dysfonctions sur ces unités fonctionnelles, ça pourra déboucher à la longue sur des atteintes neurofonctionnelles. Il est question maintenant de vous parler du plexus dorsolombaire. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un plexus? Pour faire simple, un plexus, c'est la réunion de plusieurs fibres pour former une espèce de toile d'araignée dans laquelle différents rameaux neurologiques vont se mélanger, qui vont déboucher à la fin, donc à la sortie de ce plexus, sur différents troncs terminaux, sur les différents nerfs périphériques. Au niveau de notre corps, il y a plusieurs plexus qui sont connus, le plexus cervical, le plexus brachial, le plexus dorsolombaire ainsi que le lombosacré, et également les plexus honteux. Ces plexus sont généralement formés par les branches antérieures neurologiques, c'est-à-dire que les racines antérieures et postérieures se rejoignent, forment le nerf spinal qui va traverser le trou de conjugaison, et ensuite ce nerf spinal va se diviser en 2 entités, une branche postérieure et une branche antérieure. Les plexus les plus connus sont généralement formés par ces branches antérieures neurologiques. Ici, je vous parle du plexus dorsolombaire.
Le plexus dorsolombaire est formé par les branches antérieures des niveaux neurologiques D12, L1, L2, L3 et L4. Donc de la 12e dorsale, de la première, deuxième, troisième et quatrième vertèbre lombaire. On a une forme de anse qui se fait entre chaque étage pour former ce méli-mélo neurologique. Il faut savoir que ce méli-mélo neurologique, en émergeant des trous de conjugaison, va directement entrer en rapport avec l'assertion bifide du muscle grand psoas. C'est-à-dire que le muscle grand psoas donne une assertion sur les disques intervertébraux et les corps vertébraux, et une assertion sur les apophyses transverses lombaires. On a donc une espèce de boutonnière qui va être formée dans laquelle, ou plutôt à proximité de laquelle, on a le plexus dorsolombaire. Ensuite, l'entièreté des faisceaux qui sont formés par le plexus dorsolombaire vont longer la partie abdominale postérieure. Donc, c'est-à-dire que là, dans le fond de l'abdomen, on a différents muscles d'interne en externe qui vont être en rapport avec les nerfs. Ces muscles d'interne en externe sont les piliers du diaphragme, le corps du grand psoas, le carré des lombes, ainsi que le transverse de l'abdomen. La plupart des nerfs périphériques formés par le plexus dorsolombaire vont également contourner le corps du grand psoas et être donc en rapport avec le rein. Je vous rappelle que le rein est un organe qui est situé dans la région rétropéritonéale, c'est-à-dire à l'arrière de l'abdomen, et il va coulisser sur ce qu'on appelle le rail du psoas, c'est-à-dire qu'il va suivre l'orientation du psoas. Ensuite, chacun de ces nerfs va entretenir un rapport étroit avec le bassin pour émerger au niveau du pelvis ou du membre inférieur. Donc on a ici une interface, ou plutôt des interfaces qui sont communes à chacun des nerfs du plexus dorsolombaire. Il s'agit des émergences donc de T12 jusqu'à L4, de la boutonnière du psoas ainsi que pilier du diaphragme, corps du grand psoas et carré des lombes, et on peut même rajouter le transverse de l'abdomen. On a le rein dans cette histoire qui va toujours pouvoir irriter un peu les nerfs avec son mouvement perpétuel au cours de la journée. Et ensuite, les nerfs vont émerger, donc vont donner chacun leurs propres troncs terminaux. Une fois que le plexus dorsolombaire aura donné ses différents nerfs terminaux, chacun de ceux-ci va se charger d'une zone particulière du bassin ou du membre inférieur. On peut donc décrire des compartiments neurologiques du membre inférieur sous contrôle du plexus dorsolombaire. Pour ce qui est du bassin, on va d'abord parler d'un compartiment postérieur et latéral, c'est-à-dire que l'innervation des structures postérieures et latérales du bassin, donc on va parler de la zone sacro-iliaque et de la zone glutéale, eh bien ces zones vont être sous contrôle du nerf ilio-hypogastrique. Je vous rappelle que ce nerf ilio-hypogastrique est la première terminale du plexus dorsolombaire, et c'est-à-dire que ses racines sont les 12e dorsales et les premières lombaires. On peut donc avoir des symptômes dans le bassin avec certaines dysfonctions de la charnière thoracolombaire. Pour ce qui est du bassin, on peut également décrire un compartiment antérieur. Ce compartiment antérieur donc, va plutôt siéger au niveau du pli inguinal, et là on va avoir différents nerfs qui vont se charger du territoire. On va d'abord avoir le nerf ilio-inguinal, qui est un peu comme le petit cousin du nerf ilio-hypogastrique. Il emprunte le même trajet, sauf que plutôt que de passer par le triangle de Jean-Louis Petit, il vient se terminer dans la région ilio-inguinale. Et puis vous avez le nerf génitofémoral, qui lui aussi va suivre le trajet du nerf ilio-inguinal et se terminer sur le haut du fémur et le pli de l'aine. Pour ce qui est de la cuisse maintenant, on va décrire un compartiment antérieur, c'est-à-dire la face antérieure de la cuisse. Et là, les structures vont être sous contrôle du nerf fémoral. Je rappelle que après être passé sous le ligament inguinal, le nerf crural portera le nom de nerf fémoral et se chargera de l'entièreté des structures antérieures de la cuisse. Pour cette même cuisse, on peut aussi parler d'un compartiment latéral. Alors là, on est vraiment sur la région de la bandelette de Messia et du vaste latéral, donc du muscle vaste latéral de la cuisse. Ce compartiment latéral est sous contrôle du nerf fémoro-cutané. C'est-à-dire que pour toute atteinte ou toute plainte dans ce compartiment latéral de la cuisse, j'investigue généralement les interfaces du nerf
fémoro-cutané. On a également un compartiment médial qui va être décrit, et ce compartiment médial est sous contrôle du nerf obturateur. Donc, pour la cuisse, il y a un seul compartiment dont on n'aura pas parlé ici, c'est le compartiment postérieur, et c'est logique puisque ce compartiment postérieur est sous contrôle du nerf grand sciatique et petit sciatique, et on en parlera dans le prochain plexus lombosacré. Ce n'est pas tout. Pour le plexus dorsolombaire, il faut également parler de la loge antéromédiale de la jambe. En effet, cette région, qui est couverte en grande partie par l'os tibia, est sous contrôle du nerf saphène. Donc le nerf fémoral, une fois qu'il aura perforé les tendons de la patte doigt, portera le nom de nerf saphène et se chargera des structures donc antéromédiales de la jambe. On peut aussi décrire un petit compartiment à la cheville et au pied. Il s'agira de l'arche plantaire interne et à nouveau, c'est le nerf saphène qui se chargera de cette zone lorsqu'il aura terminé son voyage le long du tibia. Donc on voit que pour le plexus dorsolombaire, on a déjà une vaste projection qui est réalisée au niveau du membre inférieur et qui permet de fonctionner par compartiment. Je vais à présent vous décrire le nerf ilio-hypogastrique. Ce nerf, c'est la branche terminale la plus haute du plexus dorsolombaire. Il est issu des racines D12 et LA, donc de la 12e dorsale et de la première lombaire. Il est donc en rapport avec les vertèbres 12e dorsale, première lombaire et 2e lombaire, c'est-à-dire que les dysfonctions de ces étages pourraient intervenir dans une irritabilité de ce nerf, donc dans une irritabilité de ce nerf. Ensuite, ce nerf étant formé, il va coulisser à la face antérieure des piliers du diaphragme, du grand psoas et du carré des lombes comme l'entièreté des branches terminales du plexus dorsolombaire. Il va être également en rapport avec les mouvements du rat sur le psoas, car tout au long de la vie, quand vous respirez, le rat descend et remonte, c'est-à-dire qu'il va contraindre les différentes structures anatomiques proches de lui par compression et tension lors des différents mouvements, et le nerf doit être capable d'emmagasiner ces contraintes. Moi, par exemple, j'ai eu un infarctus rénal il y a quelques semaines d'ici, et je peux vous assurer qu'avec l'inflammation que j'avais dans la zone, je sentais le trajet de mon nerf ilio-hypogastrique. Ça m'a fait mal à mourir pendant 3 ou 4 jours parce que le rat étant congestionné, ça venait irriter le nerf, c'était impossible pour moi de trouver une bonne position. Le nerf s'exprimait sur ces branches terminales que je décrirai après, j'avais mal à mourir. Ensuite, après son rapport avec le rat, le nerf ilio-hypogastrique va continuer son trajet dans l'abdomen, se recourber vers l'avant et traverser le triangle de Jean-Louis Petit. Ce triangle, donc, il a 3 bords et ces 3 bords donc, sont constitués par des structures anatomiques. Le bord inférieur du triangle est formé par la partie supérieure de la crête iliaque, donc par l'os iliaque. La partie postérieure du triangle est formée par le muscle grand dorsal et la partie antérieure par le muscle grand oblique ou oblique externe de l'abdomen. Le fond du triangle, lui, est constitué par le muscle petit oblique. Lorsque le nerf ilio-hypogastrique va émerger de la profondeur vers la superficie en passant par ce triangle, il va se diviser en 3 branches terminales, en 3 rameaux cutanés terminaux. Ces 3 rameaux vont se charger de la sensibilité des régions correspondantes. On va avoir un rameau trochantéria, c'est-à-dire qu'il va se charger de l'innervation de la région du grand trochanter. Et une irritabilité de cette branche peut parfois être confondue avec des trochantérites, c'est-à-dire une inflammation des structures anatomiques s'insérant à proximité et sur le grand trochanter. Vous allez également avoir un rameau qui va aller vers la sacro-iliaque, et donc l'atteinte de ce rameau peut être confondue avec des atteintes articulaires de la région sacro-iliaque, et vous allez avoir un 3e rameau cutané qui est hypogastrique pur, c'est-à-dire qu'il va se charger de la région de l'hypogastre, donc le bas du ventre là. Eh bien moi, c'était sur cette zone-là que je sentais ma douleur rénale. C'est d'ailleurs comme ça que ça a commencé, et puis ça m'a fait mal spécifiquement sur le rameau sacro-iliaque, donc j'avais très mal dans le bas du dos à l'arrière et dans le bas-ventre à l'avant. Donc ça, c'est une atteinte du nerf ilio-hypogastrique.
par compression à cause de l'inflammation autour du ras. Maintenant, on pourrait extrapoler avec un raisonnement ostéopathique et se dire, tiens, une dysfonction de l'iliaque dans sa constitution avec le triangle de Jean-Louis Petit ou une dysfonction de la charnière thoracolombaire pourrait irriter le nerf et à un moment donné, pour une raison ou une autre, créer des douleurs sur son trajet. Je vous parle à présent du nerf ilio-inguinal qui est très ressemblant dans le début de son trajet avec le nerf ilio-hypogastrique. Il y a néanmoins certaines variabilités par rapport à ce dernier lorsque le nerf ilio-inguinal va rentrer en rapport avec le triangle de Jean-Louis Petit. Pour le début du trajet, il a donc les mêmes racines que le nerf ilio-hypogastrique, c'est-à-dire D12 et là. Il va ensuite donc longer la face antérieure et supérieure des piliers du diaphragme, du grand psoas, du carré des lombes et entrer en rapport avec le transverse de l'abdomen, comme le nerf ilio-hypogastrique. Il va entrer en rapport avec les mouvements du ras sur le psoas, comme le nerf ilio-hypogastrique, et c'est lorsqu'il va arriver à proximité du triangle de Jean-Louis Petit qu'on va avoir certaines variations. C'est-à-dire que le nerf ilio-hypogastrique emprunte le triangle de Jean-Louis Petit pour redevenir superficiel. Le nerf ilio-inguinal ne va pas faire cela. Il va continuer de longer dans la profondeur des abdominaux la crête iliaque. Ensuite, après avoir longé la crête iliaque jusqu'à l'épine iliaque antéro-supérieure, il va longer le ligament inguinal. Je vous rappelle que le ligament inguinal, ça sert de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine du pubis, juste en dehors de la symphyse pubienne. Eh bien, le nerf ilio-inguinal va suivre ce ligament inguinal, et puis juste avant que le ligament s'insère sur l'épine du pubis, il va émerger superficiellement au-dessus du ligament pour donner un rameau cutané vers la région du pubis et surtout vers la région inguinale puisque c'est son nom. Cette atteinte peut être confondue lorsqu'on a une expression de la sensibilité du nerf dans la région inguinale. On pourrait confondre ça avec une atteinte de la coxofémorale ou une atteinte de la symphyse pubienne. Je rajoute juste un petit détail, c'est que lors de son trajet, le nerf ilio-hypogastrique, lui, est purement sensitif. Mais le nerf ilio-inguinal, en plus d'être sensitif pour le pli de laine, il est moteur pour les abdominaux. C'est le nerf des muscles abdominaux. Que ce soit transverse de l'abdomen, petit oblique, grand oblique ou grand droit de l'abdomen, c'est lui qui se charge de cette innervation motrice. C'est parti pour la description du nerf génitofémoral. C'est la troisième branche terminale du plexus dorsolombaire, un niveau plus bas que le nerf ilio-inguinal et ilio-hypogastrique, c'est-à-dire que ses racines sont constituées par la première et la deuxième lombaire. Donc, L1, L2 au niveau neurologique, c'est un rapport anatomique avec les vertèbres au niveau osseux, L1, L2 et L3. Il faut donc tenir compte des dysfonctions de ces différents niveaux si l'on veut travailler sur le nerf génitofémoral. Alors, comme le reste des branches terminales du plexus dorsolombaire, le nerf génitofémoral va avoir un rapport avec la boutonnière du grand psoas, le grand psoas ainsi que les piliers du diaphragme et le muscle carré des lombes. Il ne peut pas y échapper, c'est comme tous les autres. Par contre, il va avoir un rapport extrêmement spécial avec le muscle grand psoas et le ras pour la bonne raison que le nerf génitofémoral traverse littéralement le corps musculaire du grand psoas. Alors, ce qui est spécial, c'est que ce nerf, en traversant le corps musculaire du grand psoas, on pourrait se dire, eh bien, l'anatomie c'est simple, c'est lui qui va se charger de l'innervation motrice volontaire du psoas. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Il ne va pas se charger de l'innervation motrice directe du grand psoas. Par contre, en passant à proximité, il va délivrer des petits rameaux orthosympathiques pour les différentes structures faciales du muscle grand psoas, essentiellement donc épimysium, endomysium et périmysium musculaire. Et si le nerf est irrité dans son trajet, il pourrait créer une espèce de rigidité des structures donc avoisinant le muscle grand psoas. Donc il n'y a pas une innervation motrice directe, mais il y a quand même une innervation des différentes structures faciales autour du muscle. Alors ce nerf génitofémoral, une fois qu'il aura traversé le corps du grand psoas, il va descendre directement, donc il est très vertical, il va descendre vers le bassin et il va entretenir un rapport avec le ligament inguinal. Tout à l'heure, je vous disais que le nerf ilio-inguinal passe au-dessus
du ligament, juste avant son insertion sur l'épine du pubis, eh bien le nerf génitofémoral va également émerger à cet endroit et on pourrait dire qu'il est légèrement en dessous du nerf ilio-inguinal. Alors lorsqu'il va émerger là à la superficie, il va se terminer donc par deux branches terminales. On va avoir une branche génitale qui va se charger donc de la région cutanée crémastérienne et du pli inguinal, comme le nerf ilio-inguinal, et il va également y avoir un rameau cutané fémoral qui va se charger du haut du fémur et plutôt au niveau médial. Donc à nouveau, les atteintes de ce nerf et l'expression sensitive de ce nerf peut être confondue avec des atteintes de la symphyse pubienne, de la coxofémorale ou des assertions musculaires sur le bassin autour de la région pubienne. La quatrième branche du plexus dorsolombaire n'est autre que le nerf fémorocutané. Celui-ci est également appelé le nerf cutané latéral de la cuisse. Ses racines sont formées par les deuxième et troisième lombaires, c'est-à-dire qu'elles sont en rapport avec les vertèbres L2, L3 et L4. Comme tous les autres nerfs du plexus dorsolombaire, le nerf fémorocutané va entrer en rapport avec les piliers du diaphragme, les assertions du grand psoas ainsi que le carré des lombes et surtout avec le ras qui glisse sur le grand psoas. Il va se diriger vers l'avant et vers l'extérieur pour émerger en superficiel juste en dedans de l'épine iliaque antéro-supérieure. Sur cette épine iliaque antéro-supérieure, vous avez trois grosses insertions, une ligamentaire et deux musculaires. L'insertion ligamentaire correspond à l'insertion haute du ligament inguinal. Les deux insertions musculaires correspondent au muscle sartorius et au muscle TFL, le tenseur du fascia lata. À cet endroit, le nerf fémorocutané va perforer les différentes structures et se projeter à la face latérale de la cuisse. Dans la face latérale de la cuisse, il va cheminer à l'intérieur, si je peux dire, de la bandelette de Messier. Cette bandelette de Messier va avoir pour rôle de supporter le nerf dans tout son trajet au niveau de la cuisse. Le nerf va descendre le long de cette bandelette de Messier et donner des rameaux cutanés perforants qui vont se charger de la sensibilité du bord externe de la cuisse. Au bout de son trajet, on arrive à la face externe du genou. Et à cet endroit, c'est très intéressant de constater que la bandelette de Messier va venir se connecter à l'aileron rotulien externe. Eh bien, dans cette connexion, vous avez un petit rameau du nerf fémorocutané qui va venir s'invaginer pour se charger donc de l'innervation externe et haute de la région rotulienne. Je vous rappelle que la bandelette de Messier va descendre jusqu'au tubercule de Gerdy. Et jusqu'au tubercule de Gerdy, vous allez également avoir des rameaux cutanés du nerf fémorocutané qui vont descendre. C'est donc un nerf qui est très vaste au niveau des territoires sensitifs dont il se charge. On va du haut de la cuisse jusqu'au bord externe du genou. Il ne faut donc pas confondre des atteintes articulaires comme de la tête du péroné ou comme des atteintes rotuliennes avec une irritabilité de ce nerf. On est go pour la cinquième branche du plexus dorsolombaire. Il s'agit du nerf obturateur. Alors le nerf obturateur va se charger, comme dit précédemment, du compartiment médial de la cuisse. Le nerf obturateur a les mêmes racines que le nerf fémoral, c'est-à-dire qu'il s'agit des racines L2, L3 et L4. Et donc, ces racines neurologiques sont en lien avec les vertèbres L2, L3, L4 et L5. On voit donc qu'on a 4 vertèbres qui, lorsqu'elles sont en dysfonction, peuvent potentiellement irriter les émergences du nerf obturateur. Le nerf obturateur va avoir le même rapport que les autres nerfs du plexus dorsolombaire avec le grand psoas, et en l'occurrence la boutonnière d'insertion du grand psoas. Et ce nerf, une fois qu'il va être formé par le plexus, il va descendre verticalement tout de suite vers le bassin. Lorsqu'il va descendre verticalement, il va entrer en rapport avec les ligaments ilio-lombaires. Ces ligaments ilio-lombaires s'insèrent des apophyses transverses de L4 et de L5 jusqu'à la partie haute et médiale et postérieure de la crête iliaque. À cet endroit, le nerf peut passer au travers ou en avant
de ces différents ligaments, ce qui fait que lorsque vous bougez votre colonne vertébrale, la mise en tension et le relâchement de ces ligaments peut modifier l'environnement anatomique du nerf obturateur. Ensuite, ce nerf obturateur continue son trajet vertical, et là il va coulisser à la face antérieure de la sacro-iliaque. Et je vous rappelle que la partie la plus antérieure de la sacro-iliaque, c'est la jonction entre le petit bras et le grand bras sacré. Et bien là, juste en avant, vous avez le gentil petit nerf obturateur qui coulisse lors des différents mouvements de la cuisse et du tronc. Ensuite, ce nerf obturateur va emprunter un trajet endopelvien et il va redevenir superficiel, si je peux dire, au bord médial de la cuisse en traversant le foramen obturé. Ce foramen obturé donc, est obturé par la membrane obturatrice qui elle-même est recouverte en dedans et en dehors par les muscles obturateurs internes et externes. Le nerf obturateur, dans ce trajet, il va donner un petit rameau moteur pour le muscle obturateur externe. Ensuite, ce nerf obturateur va se situer au bord médial de la cuisse. Il est en profondeur et à cet endroit, il va se diviser en deux. Alors, la région de division, si je peux dire, elle est en profondeur par rapport à un muscle très important, c'est le muscle moyen adducteur, qu'on appelle aussi le long adducteur. Là, dans la profondeur de ce muscle, le nerf obturateur va se diviser en une branche superficielle et une branche profonde. L'accès palpatoire ne vous donnera bien sûr comme possibilité de palper que la branche superficielle. Les branches superficielles vont en fait émerger à la partie supérieure et à la partie inférieure du long adducteur. Donc au-dessus et en dessous du long adducteur, il est possible de venir palper les petits filets superficiels du nerf obturateur. Le nerf obturateur va au niveau sensitif, véhiculer toutes les informations du bord médial de la cuisse, du haut, du centre et de la partie inférieure du bord médial de la cuisse. On pourrait donc presque aller à confondre des atteintes du nerf obturateur avec des douleurs du compartiment interne du genou, des douleurs musculaires pures au plan médial de la cuisse, ainsi que des atteintes hautes et médiales de la cuisse, donc à nouveau dans la région de la symphyse pubienne. C'est là qu'on voit qu'après avoir décrit certains nerfs, la symphyse pubienne, la région pubienne, est riche d'un point de vue neurologique. Je vous rappelle qu'on a le nerf ilio-inguinal, le nerf génitofémoral, maintenant le nerf obturateur, et on a aussi, pourquoi pas, le nerf pudendal qui vont récolter les informations sensitives de cette région pubienne. Donc les atteintes de la région pubienne, d'un point de vue neurologique, c'est extrêmement complexe. Pour ce qui est maintenant de son aspect moteur, le nerf obturateur se charge essentiellement des muscles adducteurs de la hanche. Le pectiné, le droit interne ou plutôt gracile, les petits, moyens et grands adducteurs, tous y passent, ils sont tous innervés par le nerf obturateur. On poursuit notre description avec le nerf fémoral, c'est la dernière branche du plexus dorsolombaire. Je l'adore le nerf fémoral parce que lorsqu'on le lit en version texte, sa description en texte, il est horrible le nerf. Mais quand on le dessine, quand on en fait l'anatomie topographique, il est magnifique. Lorsque je dessine le nerf fémoral sur la jambe d'un des élèves en formation, c'est toujours incroyable de voir la beauté du nerf. En tout cas, moi, ça me fascine. Maintenant, chacun ses délires, mais moi, vraiment, l'anatomie topographique de vos nerfs fémoraux, ça me rend tout chose. Alors, les branches, ou plutôt les racines qui constituent le nerf fémoral, c'est comme le nerf obturateur. L2, L3 et L4. Donc c'est en lien avec les vertèbres L2, L3, L4 et L5. Ensuite, ce nerf fémoral va contourner le corps du grand psoas et donc être encore une fois en rapport avec le grand psoas et le ras qui coulisse sur ce dernier. Le nerf fémoral va ensuite emprunter un trajet vertical vers antérieur et il va à nouveau entrer en rapport avec le ligament inguinal. Alors je fais une petite parenthèse tout de même avec le ligament inguinal. Vous voyez que le ligament inguinal, avec ce que j'ai déjà décrit dans les petites capsules audio d'avant, il est hyper important d'un point de vue neurologique. Je vous rappelle, le ligament inguinal, sa partie supérieure et externe s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure, et sa partie inférieure et médiale s'insère sur l'épine du pubis. À sa partie médiale, proche de l'épine du pubis, on a nerf ilio-inguinal et nerf génitofémoral qui perforent.
À sa partie toute externe sur l'épine iliaque antéro-supérieure, on a le nerf fémoro-cutané. Et là maintenant, je vous donne encore une info, on a le nerf crural, donc le nerf fémoral en fait que j'ai décrit juste avant, j'ai fait une petite erreur. En fait, le nerf fémoral, son trajet de la colonne vertébrale jusqu'au ligament inguinal, lors de ce trajet, il portera le nom de nerf crural. Le nerf crural deviendra le nerf fémoral seulement au moment où il passera sous le ligament inguinal. C'est un petit détail anatomique, mais bon, c'est toujours bien de le savoir. Alors, où est-ce qu'il va traverser le ligament inguinal? Eh bien, au centre, plus ou moins, du ligament inguinal, vous pourrez repérer le pouls de l'artère fémorale. Juste en dehors du pouls de cette artère fémorale, c'est là que le nerf fémoral va émerger. Alors, une fois que le nerf aura émergé, il sera donc à la partie antérieure et haute de la cuisse. À cet endroit, il va donner des rameaux moteurs pour le muscle grand psoas, pour le sartorius, pour le quadriceps et également pour le pectiné. En plus de cela, il va délivrer des rameaux cutanés pour la sensibilité de la peau de la région antérieure de la cuisse. Il va ensuite emprunter un trajet qui va vers le bas et vers médial. Et c'est assez simple de le comprendre puisqu'on sait qu'il va suivre le trajet du sartorius. En fait, plus ou moins au tiers supérieur de la cuisse, le nerf fémoral va passer sous le muscle sartorius et il va suivre le trajet du muscle sartorius jusqu'à se situer dans un canal qui est très connu, c'est le canal de Hunter. Ce canal de Hunter est formé en médial par le vaste interne et en postérieur par le grand adducteur. Donc, ce canal est formé par le vaste interne, par le grand adducteur et il est recouvert par le muscle sartorius. À l'intérieur de ce canal, le nerf fémoral va coulisser avec des vaisseaux vasculaires du même nom. À nouveau, le nerf fémoral sera protégé par des tissus liquidia dans le canal de Hunter. Alors, lorsqu'il va traverser ce canal de Hunter, qu'on appelle aussi le canal vasto-adducteur, il va donner un rameau infrapatellaire interne. Ce rameau infrapatellaire interne va venir se supporter dans l'aileron rotulien interne pour innerver le bord médial de la rotule. Ne pas confondre des atteintes du bord médial de la rotule avec des atteintes du rameau infrapatellaire interne du nerf fémoral. Le nerf fémoral continue son trajet. Il va perforer les différents tendons de la patte doigt. Et une fois qu'il va les perforer, c'est-à-dire il va redevenir superficiel, et là il va longer l'os tibial. Il va longer l'os tibial jusqu'au bord médial du pied, et là il va porter le nom de nerf saphène. Le nerf saphène, il est purement sensitif, il se charge de la peau de la région tibiale et de la peau de l'arche plantaire interne. Ne pas confondre des périostites tibiales ou des atteintes des structures anatomiques de l'arche plantaire interne avec des irritations du nerf saphène. Donc vous voyez que le nerf fémoral, il est long, il est moteur dans le haut de son trajet, sensitif également. À partir du canal de Hunter, il n'est que sensitif pour le bord médial de la rotule, la région tibiale et l'arche plantaire interne. On a des terminales du nerf saphène qui vont jusqu'au pied. Très long nerf, mais vous connaissez normalement toutes ces interfaces et vous êtes capable de les repérer. On aborde tout de suite le nerf grand sciatique. Ce nerf est très long, très difficile, donc je vais vous l'aborder en plusieurs parties. Je vais d'abord vous parler de son tronc principal qui va de ses émergences radiculaires jusqu'au losange poplité et ensuite donc je vous parlerai du nerf tibial, du nerf fibulaire commun qui va donner les nerfs fibulaire superficiel et fibulaire profond. Pour ce qui est du tronc commun, donc principal, celui-ci, je le répète, va des radicules jusqu'à donc des racines, jusqu'à la partie haute du losange poplité. À cet endroit, le nerf va se diviser en deux. Alors ce que je vous dis, c'est à moitié vrai, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens chez qui, juste après l'émergence radiculaire, le nerf est déjà divisé en deux entités distinctes, c'est-à-dire un nerf tibial et un nerf fibulaire commun. Pour faire simple, on va considérer qu'il s'agit d'un seul nerf, donc ces deux nerfs, fibulaire commun et tibial, sont dans la même gaine. Alors, les racines du nerf grand sciatique, il s'agit de L4, L5, S1, S2 et S3. Donc on a 5 racines. 2 lombaires,
et 3 sacrés. C'est marrant parce qu'on voit que la racine L4, du coup, intervient dans la constitution de 2 nerfs du plexus dorso-lombaire, nerf obturateur et nerf fémoral, et du nerf grand sciatique. Plus d'autres, bien sûr, le nerf cutané postérieur de la cuisse, par exemple, certains des nerfs glutéaux. Donc la racine L4, c'est quand même une belle racine. D'ailleurs, on l'appelle souvent le nerf fourche, car elle constitue 3 grands nerfs que je viens de citer. Alors, donc les racines L4, L5, S1, S2, S3, ça fait que on doit tenir compte des dysfonctions ostéopathiques de la 4e lombaire, de la 5e lombaire et bien sûr de la région sacro-iliaque. Ensuite, ces racines donc vont s'entrecroiser et former le nerf grand sciatique. Ce nerf grand sciatique va directement avoir un rapport avec le muscle piriforme. Il peut passer au travers du piriforme, sous le piriforme, au-dessus du piriforme. Ça dépend toujours d'une personne à l'autre. À cet endroit, le nerf grand sciatique va donner des collatérales, les nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs, le nerf cutané postérieur de la cuisse, certains nerfs pour les pelvitrocanthéria. Donc à cet endroit, il se charge vraiment de l'innervation des tissus de la zone. Le nerf grand sciatique va être donc en rapport avec le piriforme et là il va descendre vers la face postérieure de la cuisse. Alors avant de sortir de la région pelvienne, il va en fait passer dans une gouttière qui est formée entre l'ischion et le grand trochanter, donc entre la tubérosité ischiatique et le grand trochanter. Cette région, elle est très facilement palpable et on appelle ça donc le tunnel ischio-trochantéria ou la gouttière ischio-trochantérienne. Le fond de cette gouttière, donc la face antérieure de cette gouttière, est formée par le muscle carré fémoral. Donc c'est un des chefs des pelvitrochantéria. Eh bien, le nerf grand sciatique, lors des différents mouvements du membre inférieur, il va glisser dans cette gouttière contre le corps musculaire du carré fémoral. Alors, j'attire quand même votre attention, c'est une remarque, je ne peux pas me passer de vous la faire, c'est que souvent, et moi on m'a appris ça dans mes études de kiné et d'ostéopathie, c'est que le piriforme et les pelvitrochantéria, donc l'ensemble des rotateurs externes de hanche, il fallait toujours les étirer. Il fallait faire du stretching absolument du piriforme dès qu'on avait des douleurs type sciatalgie ou pseudo-sciatalgie. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai. L'étirement permet de diminuer la douleur, on va dire à court terme. Par contre, faire du renforcement de ces différents muscles, et notamment donc des rotateurs externes de hanche, ça permet, on va dire, d'augmenter l'apport vasculaire et d'augmenter le soutien musculaire des différents nerfs périphériques. Et il n'y a pas que pour le nerf grand sciatique que c'est valable, c'est comme le psoas. À une époque, le grand psoas, on disait qu'il fallait toujours l'étirer. On s'aperçoit que le renforcement marche très bien pour supprimer certaines douleurs d'origine neuromusculaire. Alors, une fois que ce nerf sciatique donc est formé par ses racines, il passe, on va dire, sous, au travers ou au-dessus du piriforme, il passe dans la gouttière ischio-trochantérienne, et là donc il va se projeter à la partie postérieure et haute de la cuisse, dans la région des ischio-jambiers. Il va suivre un trajet vertical et il va passer sous le muscle biceps fémoral. À cet endroit, il va donner des rameaux moteurs pour les ischio-jambiers et pour le muscle grand adducteur. Il va coulisser dans le septum des ischio-jambiers, c'est-à-dire qu'il va être situé à la profondeur de la cuisse, dans un espace entre le biceps fémoral et le demi-tendineux. Et là, il va longer ce septum, et lorsqu'il va arriver à la partie inférieure de ce septum, eh bien la partie inférieure de ce septum, c'est le sommet du losange poplité. À cet endroit, le nerf grand sciatique va se diviser en deux. On va avoir un nerf qui va longer le tendon du biceps fémoral pour aller jusqu'à la tête du péroné, c'est le nerf fibulaire commun. Et on va avoir un des deux nerfs, le nerf tibial, qui va suivre un trajet purement vertical dans le losange poplité. Et ce nerf va être en rapport avec les artères et les veines poplitées. Donc ce nerf tibial, il est vraiment à la face postérieure pure du genou. En dedans de lui, on a l'artère et la veine poplitée. Et si je dois le dire vraiment dans l'ordre, donc on a d'abord le nerf tibial à l'extérieur, ensuite la veine poplitée, et puis encore en dedans l'artère poplitée. Mais ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est que ce nerf tibial doit glisser
dans les différents mouvements du genou sur les ligaments du creux poplité. Et là, on a un tissu conjonctif qui est très riche parce qu'on a les expansions du demi-membraneux, on a les coques condyliennes qui sont formées par les assertions des gastrocnémias et des ischios. Donc là, on a un appareil conjonctif très riche. Eh bien, il faut que ce nerf tibial ait la capacité de glisser sur ces structures pour que le nerf soit sain dans les différents mouvements. Pour ce qui est du nerf fibulaire commun, donc il va suivre le tendon du biceps fémoral, aller vers la tête du péroné avant de contourner le col fibulaire et de se diviser en nerf fibulaire superficiel et nerf fibulaire profond. On continue la description du nerf vertical du losange poplité. Il s'agit du nerf tibial. Alors si l'on continue de diviser le corps par loge neurologique, donc on a la loge postérieure de la cuisse qui est sous contrôle du nerf grand sciatique, et puis on a la loge postérieure de la jambe et inférieure du pied qui va être sous contrôle du nerf tibial. Alors ce nerf tibial, donc une fois que le nerf grand sciatique se divise en deux au sommet du losange poplité, il va donc suivre un trajet vertical, il va aller de la partie haute du losange à la partie basse du losange. À cet endroit, il va glisser sur le muscle poplité et il va aller dans la profondeur de la loge postérieure de la jambe en passant sous l'arcade du solaire. Vous verrez tout à l'heure que le nerf médian passe sous l'arcade du fléchisseur commun profond des doigts et donc les deux nerfs se ressemblent assez fortement. Le nerf médian passe au centre du pli du coude, le nerf tibial lui passe au centre du pli du genou. Alors, une fois qu'il sera passé sous l'arcade du solaire, le nerf, on ne sait plus le palper. Il est dans la profondeur de la loge postérieure de la jambe et il se charge de l'innervation motrice de tous les muscles de cette loge, c'est-à-dire le triceps sural, le tibial postérieur, le fléchisseur commun des orteils et fléchisseur propre du gros orteil, bref, tous les muscles qui vont travailler vers le mouvement de la flexion plantaire. Ensuite, le nerf, il va descendre et il va aller vers médial. Il va redevenir superficiel au sommet d'un triangle qui sera constitué par le tendon d'Achille et le tendon du tibial postérieur. Donc si vous faites apparaître ces deux tendons par une contraction musculaire, vous les longez et en fait en haut, au bord médial de la cheville, juste au-dessus, ça va former la pointe d'un triangle. Et bien à cet endroit, le nerf tibial va s'appeler nerf tibial postérieur. Il va suivre le tendon du tibial postérieur, sauf que lui, il va passer en rétromalléolaire, il sera accompagné de l'artère et de la veine tibiale postérieure, il sera également contre les tendons du fléchisseur propre de l'hallux et du fléchisseur commun des orteils, et là, il va passer dans un petit espace entre la malléole tibiale et le calcanéum, et cet espace est fermé par ce qu'on appelle le rétinaculum des fléchisseurs. Donc, depuis son émergence au niveau du triangle entre le tendon d'Achille et le tendon du tibial postérieur, le nerf va descendre avec différents tendons, il va passer derrière la malléole interne, sous un rétinaculum qu'on appelle le rétinaculum des fléchisseurs. Là, il est accompagné d'une artère et d'une veine du même nom, et tout de suite, il va se projeter sous le pied. Alors, avant de se projeter sous le pied, il va donner un rameau calcanéa interne. Ce rameau calcanéa interne, il va se charger de la sensibilité du bord médial du calcanéum. Attention, il ne faut pas confondre des atteintes de ce rameau avec des tendinopathies achilléennes, des épines calcanéennes ou toute autre atteinte du compartiment médial de la cheville. Cette zone que je viens de vous décrire, elle est souvent touchée lors d'entorses en inversion. Car lorsque vous faites une entorse en inversion, cette zone-là, en fait, le bord externe de la cheville va plutôt être étiré, mais le bord médial de la cheville, lui, va subir un choc par compression. Et souvent, après des entorses de cheville, on peut garder des douleurs dans ce compartiment interne à cause justement de l'inflammation qui sera entretenue par les différentes structures du bord médial. Alors, une fois qu'il sera passé donc sous le rétinaculum des fléchisseurs et qu'il aura donné son rameau calcanéen interne, le nerf va se diviser en deux sous le pied, en nerf plantaire médial et en nerf plantaire latéral. À cet endroit, il se charge de l'innervation des différents muscles
de la plante du pied, mais également de la sensibilité de la plante du pied. Et donc, il ne faut pas confondre des atteintes de ce nerf avec des phénomènes comme aponévrosite plantaire ou contracture des muscles intrinsèques du pied. Donc, ce nerf tibial, il est très intéressant, il est vertical et puis il se médialise pour émerger au bord postérieur de la malléole interne. Il passe sous le pied et il se divise en nerf plantaire médial et latéral pour toute l'innervation de la plante du pied. Je vous parle maintenant du nerf fibulaire commun et du nerf fibulaire superficiel. Alors le nerf fibulaire commun, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va longer le tendon du biceps fémoral. Il va aller donc à proximité de l'insertion du biceps fémoral, c'est-à-dire la tête du péroné. Et là, il va s'enrouler autour du col fibulaire. Dans cet enroulement, ou juste après cet enroulement, il va se diviser en deux entités distinctes. Un nerf fibulaire profond, un nerf fibulaire superficiel. Le nerf fibulaire superficiel va se charger de toutes les structures de la loge latérale pure de la jambe. C'est-à-dire qu'il va descendre verticalement juste après sa division au col fibulaire et il va pénétrer dans la loge des muscles longs et courts fibulaires. Là, il va être assez profond. Ensuite, donc bien sûr, il va donner des rameaux moteurs pour les fibulaires, longs, courts et troisième fibulaire qui lui est situé un peu plus bas dans la loge, et il va redevenir superficiel juste au-dessus de la malléole externe. Alors, on pourrait dire, si vous prenez le sommet de la malléole externe, vous mettez 4 travers de doigts au-dessus et vous allez demander une contraction des péronées latéraux. En demandant cette contraction des péronées latéraux, vous allez normalement voir apparaître une petite dépression au-dessus de la malléole externe. De cette dépression va apparaître le nerf fibulaire superficiel. C'est une zone d'ailleurs qui peut être fragile lorsque l'on porte par exemple des bottines hautes un peu trop serrées. Là, le nerf va donc redevenir superficiel, il va s'antérioriser par rapport à la malléole externe et il va descendre vers le dos du pied. En descendant vers le dos du pied, il va entrer en rapport avec le rétinaculum des extenseurs. Tout à l'heure, je vous disais que le nerf tibial postérieur passait sous le rétinaculum des fléchisseurs. Ici, le nerf fibulaire superficiel passe en dessous ou des fois au-dessus du rétinaculum des extenseurs. À cet endroit, il va se diviser en 2 ou 3 rameaux terminaux qui vont se charger de la sensibilité du dos du pied. C'est un nerf qui peut souffrir d'étirements brutaux lors d'entorses de cheville. Donc le nerf fibulaire superficiel, lorsque vous faites une entorse de cheville en inversion, il va souffrir d'un étirement. Tandis que le nerf tibial postérieur, lui, je vous le disais dans la capsule audio d'avant, il va souffrir plutôt d'un traumatisme en compression. Il est important d'investiguer ces deux nerfs après ces mécanismes d'entorse. Le nerf fibulaire commun donne 2 branches terminales. On a déjà parlé du nerf fibulaire superficiel. Je vais maintenant vous décrire le nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire profond va lui se charger des structures de la loge antéro-latérale de la jambe. Donc je vous refais un topo des loges neurologiques de la jambe. On a une loge postérieure qui est sous contrôle du nerf tibial. On a une loge latérale qui est sous contrôle du nerf fibulaire superficiel. On a maintenant une loge antéro-latérale qui est sous contrôle du nerf fibulaire profond, et on va avoir une loge antéromédiale purement osseuse avec l'os tibia qui est plutôt sous contrôle du nerf saphène. Donc pour ce qui est de la loge antérolatérale et du nerf fibulaire profond, de nouveau, juste après la division au niveau du col de la fibula, le nerf fibulaire profond va pénétrer au travers du muscle tibial antérieur pour rentrer dans la profondeur de la loge. C'est souvent à cet endroit que l'on souffre de ce fameux syndrome des loges, c'est-à-dire que la pression dans la loge myo-aponévrotique étant très forte, on va avoir des troubles neurovasculaires qui peuvent être chroniques ou aigus. Le nerf fibulaire profond, il va donc se charger de l'innervation des releveurs du pied. C'est-à-dire qu'on peut compter donc dans les muscles sous son contrôle, le tibial antérieur, l'extenseur commun des orteils et l'extenseur propre de l'hallux. Il va descendre et il va redevenir superficiel sur le dos de la cheville dans un petit espace entre le tendon du tibial antérieur
et de l'extenseur propre de l'hallux. À cet endroit-là, on peut lui faire une petite touchette, et si on croit aux dysfonctions ostéopathiques, on pourrait dire qu'une dysfonction de la malléole tibiale ou de la malléole fibulaire pourrait engendrer des troubles de la sensibilité du nerf fibulaire profond ainsi que du nerf fibulaire superficiel. Une fois qu'il est redevenu légèrement superficiel entre le tibial antérieur et l'extenseur propre du gros orteil, il va repartir dans la profondeur du pied pour aller donner une branche terminale sensitive entre la tête du premier et du deuxième méta. Donc c'est un tout petit triangle cutané qui est sous contrôle du nerf fibulaire profond. À nouveau, lorsqu'il est dans la loge antéro-externe de la jambe, on ne sait pas le palper, le nerf. Par contre, on a 3 poids d'appui direct que l'on peut utiliser juste avant qu'il pénètre la loge, juste à sa sortie de la loge et au bout du pied pour investiguer la santé de ce dernier. Lorsque l'on parle de l'innervation de la loge postérieure de la jambe, on parle à juste titre du nerf tibial, puisque c'est lui qui se charge de l'innervation motrice de la loge postérieure et donc des différents muscles qui réalisent la flexion plantaire de cheville. Par contre, si l'on décrit cette loge au niveau sensitif, je dois vous décrire les nerfs cutanés suraux. Ces nerfs cutanés suraux sont des collatérales des nerfs tibial et fibulaires communs. La collatérale naissant du nerf tibial porte le nom de nerf cutané sural médial. Pourquoi médial? Parce qu'elle est en interne par rapport au nerf cutané sural latéral qui lui émerge du nerf fibulaire commun. Le long de leur trajet, ces deux nerfs entretiennent des rapports, donc c'est-à-dire qu'ils sont connectés l'un à l'autre, et ils se chargent de l'innervation de la peau du mollet. Lorsque vous avez des grosses courbatures au mollet, la douleur peut être très superficielle à cause de ces deux nerfs. Le nerf cutané sural latéral peut même donner des branches qui vont aller jusqu'à la cheville et au pied au niveau externe pour innerver la peau de ces derniers. Je vous parle maintenant d'un nerf qui est pour moi trop souvent méconnu. Il s'agit du nerf cutané postérieur de la cuisse. Ce nerf est également appelé le nerf petit sciatique car il emprunte un trajet presque commun avec ce dernier, si ce n'est qu'il est plus superficiel et qu'il s'arrête au pli du genou. Le nerf cutané postérieur de la cuisse est formé par les racines SA, S2 et S3, donc purement sacré. Il est en fait une espèce de collatéral du nerf grand sciatique ou en tout cas du plexus lombosacré. Il entretient un rapport avec le muscle piriforme au même titre que le nerf grand sciatique. Il peut passer en dessous ou au travers de ce dernier. Il va ensuite descendre vers le bord postérieur de la cuisse, comme son nom l'indique, en entretenant un rapport avec le muscle carré fémoral, exactement comme le nerf grand sciatique, si ce n'est qu'il est un peu plus superficiel. À cet endroit, il va se diviser en deux. Généralement, tout le monde connaît le nerf cutané postérieur de la cuisse pour la division qui va descendre à la face postérieure de la cuisse. À cet endroit, il est inclus dans le fascia superficiel de la cuisse et il va donner la sensibilité de la région des ischio-jambiers, de la peau des ischio-jambiers jusqu'au creux du genou. Lorsqu'on a des atteintes sensitives à cet endroit, on peut parler de pseudo-sciatalgie. Maintenant, l'autre division du nerf cutané postérieur de la cuisse qui est moins souvent connue est la division qui porte le nom de nerf clunial inférieur. Et je dois plutôt vous parler de nerf clunio inférieur au pluriel, car on a plusieurs branches cutanées qui, elles, vont remonter vers la région fessière. Comment ça se passe? En gros, votre nerf cutané postérieur de la cuisse donne ses collatérales, donc les nerfs cluniaux. Ils vont perforer le pli sous le grand fessier. Donc sous le grand fessier, vous avez un septum, c'est-à-dire un espace intermusculaire. De cet espace vont perforer les nerfs cluniaux et ils vont remonter pour se charger de la sensibilité glutéale postérieure. Donc on peut avoir, lorsqu'on a une irritabilité du nerf cutané postérieur de la cuisse, des douleurs à l'arrière de la cuisse qu'on peut qualifier de pseudo-sciatalgie, mais également des douleurs de la région fessière. Et donc, par exemple, en restant assis toute la journée sur ses fesses, ça peut à la longue irriter ces nerfs cluniaux superficiels, qui sont superficiels, car l'appui direct va entraver la circulation intraneurale.
Avant de passer aux différents nerfs du membre supérieur et de la nuque, je termine le membre inférieur et le bassin avec le nerf pudendal. Le nerf pudendal est issu d'un plexus qui lui est propre et ses racines sont constituées par S2, S3 et S4. Le nerf pudendal va également émerger sous le muscle piriforme comme le nerf cutané postérieur de la cuisse, le nerf grand sciatique et le nerf glutéal inférieur. Après avoir émergé, il va directement s'enrouler autour du ligament sacro-épineux et va directement rentrer dans un canal qu'on appelle le canal d'Alcock. Ce canal d'Alcock est situé au bord médial de la branche ischiopubienne, c'est-à-dire de la partie osseuse qui va de la tubérosité ischiatique jusqu'à la symphyse pubienne, et il est dans un dédoublement de l'insertion de l'obturateur interne, donc une structure conjonctive formée par l'insertion du muscle obturateur interne. Au bout de son trajet, le nerf pudendal va donner des rameaux terminaux qui sont mixtes pour les régions pelviennes, périnéales et génitale. Il a donc un rôle moteur pour le périnée, mais également sensitif pour les régions génitales et périnéales. Il fait partie des nerfs qui pourraient vous donner des fausses projections douloureuses vers la symphyse pubienne et être confondu avec des atteintes myotendineuses sur la symphyse. Je débute la description du plexus cervical superficiel par le nerf grand auriculaire. Ce nerf grand auriculaire est formé par les racines C2 et C3, c'est-à-dire les racines qui émergent entre les vertèbres CA, C2 et C3. Alors, ce nerf est situé à un ou deux travers de doigts au-dessus du triangle interscalénique à la face postérieure du sternocléido-occipito-mastoïdea. Le triangle interscalénique est traversé, lui, par l'artère subclavière et le plexus brachial. Nous le verrons plus loin, mais topographiquement, si on repère ce triangle, juste au-dessus et à l'arrière du sternocléido-occipito-mastoïdea, il est possible de palper les différentes émergences du plexus cervical superficiel. Cette zone est communément appelée la zone de Herbe. Ce nerf grand auriculaire va longer la face postérieure du scum, donc du sternocléido-occipito-mastoïdea, pendant un court trajet, avant de se projeter vers le haut et vers l'avant. Il va donc être plus ou moins perpendiculaire au scum à ce niveau, et il va monter vers la région de l'oreille, mais également donner une collatérale qui va aller vers la région masséterienne basse, c'est-à-dire vers la mâchoire, la partie basse de la mâchoire, au niveau de l'angle de la mandibule. Tout le long de son trajet, le nerf grand auriculaire est inclus dans les aponevroses cervicales moyennes, mais aussi dans le fascia massétérique pour aller vers la mandibule. Il se charge donc de la sensibilité de l'oreille et de la région du masséter. Donc on peut avoir des douleurs qui ressemblent à des atteintes de la mâchoire, mais qui n'en sont pas via ce nerf. La deuxième branche du plexus cervical superficiel que je vais vous décrire est le nerf petit occipital. Ce nerf petit occipital est formé par une seule et unique racine, celle de la deuxième cervicale, qui émerge donc entre l'atlas et l'axis, donc la première et la deuxième vertèbre cervicale. Comme le nerf grand auriculaire, il va émerger de la zone de Herbe, cette zone qui est située à la face postérieure du sternocléido-occipito-mastoïdea, juste au-dessus du triangle interscalénique. Le nerf petit occipital va longer littéralement la face postérieure du scum jusqu'à la région occipito-mastoïdienne où ce dernier s'insère. À cet endroit, le nerf petit occipital va perforer les tissus tendineux de la région mastoïdienne et donner des rameaux cutanés pour assurer la sensibilité occipito-mastoïdienne, c'est-à-dire derrière l'oreille et au niveau de l'occiput encore un peu plus en arrière et en dedans. Troisième branche du plexus cervical superficiel, le nerf transverse du cou. Ce nerf transverse du cou est issu de la racine C3, de la troisième racine cervicale, c'est-à-dire la racine cervicale située entre l'axis et la troisième cervicale, donc entre C2 et C3. Comme tous les autres nerfs du plexus cervical superficiel, il va plutôt émerger à la face postérieure du scum, juste au-dessus du triangle interscalénique. Ensuite, le nerf va directement se projeter vers l'avant avec un trajet assez horizontal en étant inclus à nouveau dans les aponevroses cervicales. Il va donner des rameaux cutanés
pour la région antérieure cervicale et jugale, donc c'est-à-dire de la gorge du cou, et son attate peut parfois être confondue avec des attates laryngées, pharyngolaryngées profondes. La quatrième et dernière branche du plexus cervical superficiel est constituée par le nerf supraclaviculaire. Ce nerf supraclaviculaire est formé par les racines C3 et C4, c'est-à-dire les racines qui émergent entre les vertèbres cervicales C2, C3 et C4. Il va émerger au niveau de la zone de herbe à la face postérieure du scum et descendre vers la région claviculaire en étant inclus dans les aponevroses cervicales. Au niveau de la région claviculaire haute, il va se diviser en plusieurs rameaux terminaux qui vont se charger de la sensibilité de la peau en regard de la clavicule et en regard de la région haute du grand pectoral. Donc ces attates de ce nerf peuvent être confondues avec des attates par exemple musculaires du grand et du petit pectoral au niveau de la clavicule. Il est temps à présent de vous parler du plexus brachial. Le plexus brachial, c'est un méli-mélo neurologique qui est constitué par différentes racines nerveuses. La 5e racine cervicale, la 6e, la 7e, la 8e et la première dorsale. Toutes ces racines, ou plutôt ces branches antérieures neurologiques, vont se mélanger pour former certains nerfs périphériques terminaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce plexus brachial a une longueur telle qu'on pourrait le considérer comme un seul et unique nerf avant de parler de ses divisions au niveau du membre supérieur. Alors, je vais vous les décrire une par une, car pour ce qui est de mon opinion, chaque fois que j'ai une atteinte au niveau du membre supérieur, quel que soit le symptôme, j'aime bien d'aller vérifier la santé du plexus brachial avant même de m'intéresser à ce qui se passe dans le bras. Donc je vous le disais, les racines du plexus brachial, c'est de C5 jusqu'à la première dorsale. On est donc sur les vertèbres C4, C5, C6, C7, TA et T2. Ensuite, ce plexus brachial va émerger à la partie supérieure du triangle interscalénique, c'est-à-dire c'est l'espace qui est laissé libre entre le muscle scalène antérieur et le muscle scalène moyen, juste en arrière. À la base de ce triangle, vous avez le pouls de l'artère subclavière. Juste au-dessus du pouls de l'artère subclavière, vous pouvez toucher le plexus brachial. Ensuite, le plexus brachial va se diriger vers le membre supérieur, donc vers latéral, en passant au niveau de la passe costoclaviculaire, c'est-à-dire c'est un espace entre la clavicule, la première côte et bordé par le muscle subclavier. Alors, je sais que dans mon livre, je parle aussi d'un rapport avec les ligaments suspenseurs de la plèvre. Je ne le décris que brièvement ici à l'oral, parce que pour moi, ça n'a pas une importance majeure pour ce qui est de notre travail en thérapie manuelle ou en ostéopathie. Alors je vous disais, le plexus brachial passe dans la passe costoclaviculaire qui est bordée par le muscle subclavier. Il va ensuite passer sous un muscle qui est souvent incriminé dans les atteintes du membre supérieur de type névralgie cervico-brachiale, c'est le muscle petit pectoral. Une fois qu'il va réémerger dessous le muscle petit pectoral, le plexus brachial va avoir un rapport avec la face antérieure de la tête humérale. On a même des fois, face à certaines instabilités gléno-humérales, des paresthésies jusque dans les mains par irritation en fait de ce plexus brachial. Et après son rapport avec le bord antérieur de la tête humérale, le plexus va alors donner ses différentes branches terminales que je vais vous décrire juste après. Le premier nerf terminal pour le membre supérieur dont je vais vous parler est le nerf axillaire. Alors le nerf axillaire, ses racines sont formées par la 5e et la 6e cervicale, c'est-à-dire que ces racines sont en rapport avec les vertèbres C4, C5 et C6. Ensuite, le nerf axillaire va quitter le plexus brachial par son tronc postérieur. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez aller voir le schéma du plexus brachial, voir les différents troncs qui sont constitués. On peut le diviser en 3 parties lors de son trajet anatomique. Personnellement, en audio ici, je ne vois pas l'intérêt de vous décrire plus précisément cela qu'en vous disant qu'il quitte le plexus brachial par son tronc postérieur. Ce serait bien trop compliqué.
Alors, après avoir quitté donc le plexus brachial, le nerf axillaire va traverser une zone anatomique qu'on appelle le quadrilatère huméro-tricipital. Le quadrilatère huméro-tricipital, c'est une espèce de carré qui est formé par le petit rond, le grand rond et la longue portion du triceps. Donc en fait, on a un espace qui est constitué par le bord supérieur du muscle grand rond, le bord inférieur du petit rond, ainsi que l'humérus et la longue portion du triceps brachial. Et dans cet espace, le nerf axillaire va coulisser pour se diriger vers la région deltoïdienne. À cet endroit, il va donner un rameau plutôt profond et un rameau plutôt superficiel. Le rameau superficiel va émerger à la face postérieure du muscle deltoïde postérieur et innerver toute la peau du moignon de l'épaule. C'est le nerf qu'on peut vous blesser lorsqu'on vous fait des vaccins en vous piquant dans la région deltoïdienne. La partie profonde du nerf axillaire, qui est plutôt motrice, va se charger donc de l'innervation du deltoïde, du muscle petit rond et également du muscle subscapulaire, ce muscle subscapulaire étant également innervé par les nerfs subscapulaires supérieurs et inférieurs. Le deuxième nerf du plexus brachial que je décide de vous décrire est le nerf musculo-cutané. Alors, le nerf musculo-cutané donc, est formé par les racines C5 et C6, c'est-à-dire en rapport avec les vertèbres cervicales C4, C5 et C6. Il va quitter le plexus brachial par son tronc antérolatéral. De là, il va se projeter au bord médial et supérieur du membre supérieur et il va traverser littéralement le muscle coraco-brachial. En le traversant, il va lui fournir son innervation motrice. Ensuite, ce nerf musculo-cutané va se projeter à la face antérieure de l'humérus entre le muscle biceps brachial et le muscle brachial antérieur. Et il va également innerver ces deux muscles. C'est donc le nerf qui se charge de la flexion de l'avant-bras sur le bras avec force, donc via le biceps brachial et le brachial antérieur. Ensuite, le nerf va se projeter latéralement au regard du coude en perforant ce qu'on appelle le fascia épicondylia. Là, il va entretenir un rapport donc avec les régions conjonctives de l'épicondyle et donc bien sûr l'humérus et la tête radiale. Il va, au niveau de l'avant-bras, délivrer des rameaux cutanés qui vont se charger donc de la peau du bord latéral de l'avant-bras. C'est pour ça qu'à cet endroit, il va porter le nom du nerf cutané latéral de l'avant-bras. Ça fait un peu penser au nerf cutané latéral de la cuisse. Alors, pour en faire la topographie au niveau de l'avant-bras, on peut dire grossièrement qu'il va longer le muscle brachioradial. Nous verrons que ce muscle brachioradial peut donc, sur son corps musculaire, véhiculer certaines fibres du nerf cutané latéral de l'avant-bras et à sa partie postérieure plutôt le nerf radial faisceau superficiel. Je vous parle tout de suite du nerf médian, une des terminales majeures du plexus brachial. Alors, le nerf médian est constitué par les racines C5, C6, C7, C8 et même parfois jusqu'à T1, c'est-à-dire l'ensemble des racines qui constituent le plexus brachial. Il va quitter le plexus brachial par son tronc antérieur et va donc directement se projeter au bord médial de la région humérale. À cet endroit, dans ce qu'on appelle le sillon bicipital, c'est-à-dire le septum sous le biceps, vous pourrez repérer le pouls de l'artère brachiale. Lorsque vous avez le pouls de l'artère brachiale, vous vous plaquez contre le sillon bicipital au-dessus de cette artère et vous aurez le trajet du nerf médian. Le nerf médian va descendre jusqu'au pli du coude, un peu comme le nerf tibial au niveau du membre inférieur. Donc il descend jusqu'au bord antérieur du pli du coude et il va se projeter juste en dedans du tendon du muscle biceps brachial. À cet endroit, il va croiser avec l'artère brachiale et se situer juste en dedans du pouls de l'artère brachiale. Ensuite, il va continuer son trajet vers la loge antérieure de l'avant-bras et pénétrer en profondeur dans la loge en passant sous ou au travers du muscle rond pronateur et juste après sous l'arcade du fléchisseur commun profond des doigts. Ce qui est intéressant à nouveau, c'est de noter un peu la similitude entre le nerf tibial qui passe sous l'arcade du solaire et le nerf médian qui passe sous l'arcade du fléchisseur commun profond des doigts. Ensuite,
il est en profondeur dans la loge antérieure musculaire de l'avant-bras et il se charge de l'entièreté des muscles épitrocléa, sauf pour ce qui est du fléchisseur ulnaire du carpe qui lui sera innervé par le nerf ulnaire. On a une petite aussi touchette, enfin une petite chose à préciser, c'est que le fléchisseur commun profond des doigts est innervé par le nerf médian, mais également par le nerf ulnaire. Le nerf médian va continuer son trajet dans l'avant-bras et il va ensuite redevenir superficiel au niveau du tunnel carpien, au niveau du canal carpien. Ce canal carpien est une aponévrose qui va s'étendre entre le tubercule du scaphoïde et du trapèze et le pisiforme et la croche de l'amatome en dedans. Ce tunnel carpien, donc le nerf médian, va passer à l'intérieur et on peut repérer le nerf médian juste en dehors du tendon du long palmaire, en amont de ce canal carpien. Lorsque le nerf médian va pénétrer dans la main, il va se charger de l'innervation cutanée de la face palmaire des 3 premiers doigts et demi de la main. Il va aussi donner des rameaux moteurs pour les muscles de l'éminence ténard, tous sauf l'adducteur du pouce qui lui sera innervé à nouveau par le nerf ulnaire. Il va également innerver les différents muscles qui sont situés entre les métas des 3 premiers doigts et demi. C'est un nerf, donc nerf médian, qui est situé quasi tout le long de son trajet sur l'axe médian du membre supérieur. Je vous décris à présent le nerf, ou plutôt les nerfs qui se chargent du bord médial du membre supérieur. Le nerf ulnaire est le principal de ces nerfs. Ce nerf, donc ça fait beaucoup de nerfs, est issu des racines C8 et TA, donc de la 8e cervicale et de la première dorsale, c'est-à-dire les racines qui émergent entre les vertèbres cervicales C7, TA et T2. Il va quitter le plexus brachial par son tronc antéromédial et se projeter, comme le nerf médian, au bord médial du membre supérieur. Le nerf médian, lui, je vous le rappelle, il coulisse à la partie supérieure de l'artère brachiale. Eh bien, le nerf ulnaire, vous repérez le sillon bicipital, vous repérez le pouls de l'artère brachiale dans ce sillon bicipital, et juste en dessous du pouls, vous avez le nerf ulnaire qui coulisse. Alors, je donne une petite précision. C'est que ce nerf ulnaire, en fait, dans son trajet au niveau de l'humérus, il est parfois confondu avec 2 autres nerfs qui sont purement sensitifs. Il s'agit des nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras. Ces nerfs sont issus des mêmes racines, c'est-à-dire C8 et TA. Parfois ils sont individualisés et parfois ils sont connectés au nerf ulnaire et forment des collatérales du nerf ulnaire. C'est-à-dire que au niveau de l'humérus et au niveau de l'avant-bras, le nerf ulnaire peut lâcher 2 collatérales sensitives qui sont les nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras et dans certains cas être totalement individualisé. Alors ce nerf ulnaire donc va voyager dans la région humérale sous le pouls de l'artère brachiale dans le sillon bicipital. Il va ensuite au niveau du bord médial du coude passer juste derrière la région épitrocléenne dans une gouttière qui porte le nom de gouttière épitrocléo-olécrânienne. À cet endroit, il va donner des rameaux moteurs qui vont se charger de l'innervation des muscles fléchisseur ulnaire et extenseur ulnaire du carpe. Le fléchisseur ulnaire du carpe est un épitrocléa, l'extenseur ulnaire du carpe est un épicondylia. Ce nerf va cheminer dans un sillon entre les 2 muscles que je viens de citer, jusqu'à un moment donné arriver dans ce qu'on appelle le canal de Gouillon. Alors, avant de passer dans le canal de Gouillon, notez donc qu'il va donner également une collatérale motrice qui va se charger du fléchisseur commun profond des doigts avec le nerf médian. Il va traverser le canal de Gouillon et je vous rappelle que ce canal de Gouillon est formé par 2 os, le pisiforme et la croche de l'amatome. Il va passer dans ce canal, donc c'est une espèce de mini tunnel carpien en fait, ce canal. Et il va innerver au niveau sensitif la région hypoténare et les 2 derniers doigts, que ce soit au niveau palmaire ou au niveau dorsal de la main. De plus, il va donner des rameaux moteurs pour la loge hypoténare et les muscles atérosseux et lombricaux des 2 derniers doigts, et à nouveau une petite collatérale qui va aller dans le territoire du nerf médian pour innerver le muscle adducteur du pouce. Je vous parle rapidement des nerfs cutanés médiaux.
Pourquoi rapidement? Eh bien parce que j'en ai déjà parlé brièvement lorsque j'ai décrit le nerf ulnaire. Ces nerfs cutanés médiaux ont les mêmes racines que le nerf ulnaire, c'est-à-dire C8 et TA. Ils vont traverser la loge médiale du bras sous le pouls de l'artère brachiale après avoir quitté le plexus brachial par son tronc antéro-médial. Ils vont ensuite perforer ce qu'on appelle le fascia épitrochléa avant de se diviser en deux branches. On va dire que ces nerfs cutanés médiaux, il y en a un qui va se charger du bras et un qui va se charger de l'avant-bras. Donc c'est logique qu'à partir du coude, il n'y ait plus que celui qui se charge de l'avant-bras. Celui du bras a déjà donné ses terminales avant. Je vous disais lorsque je parlais du nerf ulnaire que parfois ces nerfs sont simplement des collatérales du nerf ulnaire qu'on appelait avant le nerf cubital. Néanmoins, dans certains cas, ils sont complètement individualisés et donc ils émergent en parallèle du nerf ulnaire et suivent un trajet commun mais distinct de ce dernier. Je parle de ces nerfs assez brièvement, mais j'ai quand même une petite précision à vous donner, c'est que par exemple, les dames qui subissent certaines interventions chirurgicales ou par radiothérapie pour les cancers du sein vers donc la région mammaire, peuvent avoir une irritation du nerf qu'on appelle le nerf intercostobrachial, qui est en fait une collatérale entre les nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras et les premier et deuxième nerfs intercostaux. Cette collatérale, lorsqu'elle est irritée, lors de traitements au niveau de la région mammaire, traitements chirurgicaux ou par radiothérapie, eh bien, elle peut donner des douleurs au bord médial du membre supérieur. Donc ces deux nerfs sont purement sensitifs pour la région médiale de l'entièreté du membre supérieur, sauf la main, car la main, je vous le rappelle, est sous contrôle du nerf cubital. Je vous termine la description des nerfs du membre supérieur avec le nerf radial. Le nerf radial, c'est un petit peu le nerf grand sciatique, mais version membre supérieur. Comme le nerf médian, il est constitué de l'entièreté des racines du plexus brachial, c'est-à-dire de C5 jusque DA. Donc il est en rapport avec les vertèbres C4, C5, C6, C7, T1 et T2. Il va quitter le plexus brachial par son tronc postérieur et il va à ce moment traverser le tendon du long triceps dans le triangle huméro-tricipital. Donc le triangle huméro-tricipital, il est situé juste sous le quadrilatère huméro-tricipital. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un quadrilatère qui était formé par le grand rond, le petit rond et la longue portion du triceps brachial, et ce quadrilatère était traversé par le nerf axillaire. Eh bien, vous vous mettez maintenant sous le grand rond, dans votre projection mentale, sous le grand rond, et là vous avez un triangle qui est traversé par le nerf radial. À cet endroit, le nerf radial va perforer, si je peux dire, le muscle triceps pour rentrer dans la profondeur de la loge postérieur du bras, et il va donner un rameau cutané qu'on appelle le rameau cutané postérieur du bras, qui va se charger de la sensibilité de la région tricipitale. Il va aussi, puisqu'il traverse cette loge musculaire postérieure, donner des rameaux moteurs pour le muscle triceps brachial. Il va redevenir superficiel dans ce qu'on appelle le septum latéral du bras. Alors ce septum latéral du bras, c'est un triangle que vous pouvez faire apparaître en contractant votre brachioradial lorsque donc vous serrez le poing avec le coude fléchi comme pour contracter votre biceps et montrer vos biscottos. Si vous faites ça et que vous jetez un œil au-dessus de l'épicondyle du coude, vous jetez un œil, et bien vous allez voir que entre le triceps, le biceps et la partie haute du muscle brachioradial, vous allez voir apparaître un triangle dont le sommet est situé donc vers le haut. Eh bien, du sommet de ce triangle, vous allez avoir le nerf radial qui va réémerger. En fait, dans la loge postérieure du bras, le nerf radial va s'enrouler autour de l'humérus. Il est à la profondeur du muscle triceps brachial et il va passer en fait dans un chemin qui est tracé par l'insertion du vaste médial et du vaste latéral du triceps. Il va redevenir superficiel donc en perforant ce septum latéral du bras et là il va continuer son chemin et en regard de la tête radiale, il va se diviser en deux, une branche superficielle et une branche profonde. La branche superficielle est palpable. Je vous ai dit qu'elle était en rapport avec le muscle brachioradial. Tout à l'heure, lorsque je décrivais le nerf cutané latéral de l'avant-bras, je vous disais que ce nerf suivait plus ou moins l'axe du corps musculaire du brachioradial. Eh bien, le nerf radial, faisceau superficiel, longe également le muscle brachioradial, mais il est situé à la face postérieure
du brachioradial, c'est-à-dire entre le brachioradial et les différents muscles épicondyliens. D'ailleurs, parfois, quand on utilise des techniques de massage transverse profond, si on va trop bas dans la région épicondylienne, on peut venir blesser le nerf en pensant que ce serait un tendon. Alors, ce nerf superficiel, radial superficiel, va donner des rameaux sensitifs pour le dos de l'avant-bras et le dos de la main, et exclusivement des 3 premiers doigts et demi. Donc, vous voyez que ce nerf radial, il se charge de la face postérieure du bras, de la face postérieure de l'avant-bras et de la face postérieure de la main. On a ensuite donc la branche profonde, donc on regarde la tête radiale lorsqu'il se divise en deux, une branche superficielle et une branche profonde. Et cette branche profonde, elle va passer sous le muscle court supinateur en regard de ce qu'on appelle l'arcade de Frosch. Cette branche profonde, elle va suivre son trajet dans la loge postérieure de l'avant-bras profonde et elle va donner des rameaux moteurs pour tous les muscles s'y trouvant. Donc brachioradial, long extenseur radial du carpe, court extenseur radial du carpe et donc l'ensemble des muscles épicondyliens, extenseur propre de l'index, long extenseur du pouce, court extenseur du pouce et long abducteur du pouce, tout le monde y passe, le nerf radial innerve tous les muscles de la loge musculaire postérieure. Il va donc se terminer au niveau de la main et je vous ai dit, donc on a une distribution des territoires cutanés via le nerf radial superficiel et une distribution des territoires musculaires de la loge postérieure de l'avant-bras via le nerf radial profond.